30 minutes d'information d'ici et d'ailleurs. Bonsoir, bienvenue, merci de nous suivre. Jeter un regard rétrospectif sur le bilan du programme du gouvernement 2022 et envisager des perspectives pour 2023, des exercices auxquels sont soumis les ministres à Yamoussoukro. Le séminaire gouvernemental s'est ouvert ce samedi. Le Premier ministre Patrick Hachi a lancé les travaux ce matin. Le Forum mondial de Paris pour la paix est à sa 5e édition. C'est un rendez-vous qui permet aux chefs d'État, représentants de la société civile et dirigeants d'entreprises du monde entier de délivrer des messages sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, représente le président de la République, Alassane Ouattara. Et puis le CNDH accompagne la CEI dans son opération de révision de la liste électorale. Cet engagement a été pris par la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, au cours d'une visite à la commission électorale indépendante. Elle a échangé avec son président, Ibrahim Koulibaly Coulibaly. Le contenu de la rencontre dans cette édition. Chaque membre du gouvernement sera appelé à présenter de façon synthétique, d'une part, le bilan 2022 de ses activités, d'autre part, ses priorités d'action pour l'année 2023. Le séminaire gouvernemental a été ouvert aujourd'hui par le Premier ministre Patrick Hachi à Yamoussoukro. Alexis Boudraogo. Un peu plus de rigueur, d'efficacité et de visibilité. Voilà le credo 2023 du gouvernement ivoirien. Ce samedi à Yamoussoukro, le Premier ministre Patrick Hachi a procédé à l'ouverture du séminaire gouvernemental bilan de l'an 2022 qui doit aussi valider les priorités de 2023. Objectif des travaux, disposer dès décembre d'un programme d'activité structuré et cohérent qui optimise l'exécution des projets prioritaires. La tâche gouvernementale en 2023, qui débute avec ce séminaire, ne sera ni simple, ni douce, ni légère. Elle sera faite d'exigences à assumer, d'obstacles à lever et d'engagements à honorer. Nous n'aurons pour notre action qu'un seul credo, rigueur, efficacité, visibilité. Avec pour obsession permanente la production de résultats concrets, d'actes qui impactent le quotidien des populations et bien sûr qui apportent des solutions innovantes et rapides à leurs préoccupations comme à leurs espoirs. Au terme des travaux, les priorités seront traduites par les ministères en feuille de route pour constituer une matrice de base. Car les défis sont importants, le pays doit bientôt abriter de grands événements internationaux comme la foire commerciale intra-africaine ou encore la Cannes 2023. Les projets sociaux, avec notamment le PS Gouv 2, qu'il nous faut accélérer de manière à apporter l'accès à la santé, à l'électricité, à l'eau potable, pour toujours réaffirmer la solidarité de la nation vis-à-vis des populations fragiles et permettre leur progrès dans la vie. La poursuite de l'accélération des grands chantiers d'infrastructure, l'amélioration de notre productivité, en particulier dans le secteur agricole, pour assurer notre souveraineté alimentaire et faire de notre pays le grenier de la sous-région. La transformation locale de nos matières premières, l'amélioration du capital humain, l'accélération du développement du secteur privé, pour une économie plus compétitive et plus inclusive, à la production des logements sociaux, l'accélération du processus de digitalisation ainsi que celle de l'identification des populations et des entreprises, la lutte contre la corruption, le renforcement de la gouvernance et la promotion de la culture du résultat. Autre point clé, la couverture maladie universelle qui fera l'objet d'une grande attention en 2023 permettra à l'ensemble des populations d'avoir plus facilement accès aux soins. 3 axes feront donc levier d'accélération et d'amplification, le suivi permanent du taux d'exécution des projets, le recours aux fonds d'études, le renforcement de la communication. Elle doit être plus massive sur nos réalisations qui ne sont pas assez vues, pas assez connues. Elle doit être plus médiatique sur les chaînes de télévision, les radios, sur les réseaux. Elle doit être plus proactive et interactive, ne pas craindre les débats, l'interpellation consubstantielle de la démocratie. Le séminaire permettra, outre mesure, de décliner les projets et réformes retenus en une matrice d'action par district autonome pour permettre aux ministres-gouverneurs de mieux jouer leur rôle de suivi des projets gouvernementaux dans leur zone. On retourne à Yamoussoukro avec le même sujet, le séminaire gouvernemental. Dans la pratique, comment vont se dérouler les travaux? Mama Traoré, explication. Intervenir en 10 minutes, c'est l'exercice auquel est soumis chaque ministre pour ce séminaire gouvernemental.
Non autorisée aux médias, cette prise de parole vise à présenter le bilan d'activité 2022 et les priorités pour 2023. En ce qui concerne la sécurité intérieure, nous avons, sur les 52 projets que nous avions pour l'année 2022, nous avons réalisé 32. Il y a 19 autres qui sont en cours de finalisation. Nous entendons continuer sur cette dynamique pour faire en sorte que la sécurité soit de mise sur chaque centimètre carré de notre territoire. En ce qui concerne le ministère de l'équipement et de l'entretien routier, si vous êtes à Abidjan, vous voyez le 4e pont, le 5e pont, les voies de contournement qui sont en train d'être réalisées. Mais ces chantiers ne sont pas terminés, tous ces chantiers vont se poursuivre en 2023. Et aussi, si on prend les routes en terre, aujourd'hui, avec ces pluies exceptionnelles qu'il y a eu, il y a presque 960 points de coupure sur le réseau national. Nous allons donc en 2023 vraiment essayer de remettre à niveau un certain nombre d'itinéraires. Donc sur les routes en terre, environ 23 000 km qui vont être traités. Et en ce qui me concerne, nous avons à travailler sur 4 axes. D'abord, réussir la CAN 2023, les infrastructures de la CAN. Dans le mode opératoire indiqué par la primature, les présentations des ministres sont suivies d'échanges, questions, observations et des contributions dans l'unique but d'affiner l'efficacité de l'action gouvernementale. Chacun était soumis à des questions et on a eu l'occasion de poser des questions à l'ensemble de nos collègues. Et il n'y a pas de sujet tabou. Toutes les suggestions ou critiques étaient les bienvenues. Il y a eu des questions sur le volontariat, sur les TIMO, la pérennisation du programme des TIMO. Il y a eu des questions sur les institutions socio-éducatives, ce qu'on appelle les centres culturels, puisqu'il y a un vaste programme de réhabilitation de ces centres déjà pour l'année prochaine. Après l'exercice auprès de l'Assemblée nationale où nous avons justifié l'utilisation des ressources, mais surtout nous avons projeté nos actions pour 2023, il était commun et normal qu'en cours d'exercice dans l'année, nous puissions venir présenter au Premier ministre les états d'avancement de nos différents projets et programmes. Et pour ce deuxième séminaire gouvernemental de l'ère Patrick Hachi à la primature, il est prévu la participation des organes représentatifs du secteur privé ivoirien lors de la journée de clôture. Comme quoi, l'exécutif ivoirien démontre toujours sa volonté de bâtir un tandem gagnant avec le monde des affaires, chose utile dans ce contexte économique mondial fortement troublé. Autre volet de l'actualité, le Forum de Paris sur la paix est une tribune offerte aux dirigeants du monde entier pour délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. À cette 5e édition, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne était porteur d'un message du président Alassane Ouattara. On voit cela avec Abiba Dambélé-Saouli. La 5e édition du Forum de Paris sur la paix porte sur les moyens de surmonter la multicrise et éviter une aggravation de la polarisation mondiale qui mettrait en péril les efforts de coopération internationale sur des sujets d'importance majeure. Le forum est donc une occasion offerte aux dirigeants du monde de délivrer leur message sur les questions de multilatéralisme et de gouvernance mondiale. La guerre en Ukraine et ses conséquences se sont invités au débat du panel de haut niveau, présidé par Emmanuel Macron, le président de la République française. Et le message du président Alassane Ouattara, porté par le président de l'Assemblée nationale, Adama Bictogo, était très attendu. Je voudrais, au nom du président Alassane Ouattara, vous exprimer toute sa gratitude et sa reconnaissance, mais je suis porteur de son message. Monsieur le Président, vous avez évoqué le problème russo-ukrainien. Je voudrais d'abord saluer ce forum qui arrive à propos, qui épouse un contexte qui doit nous amener le monde entier à relever les défis qui se présentent à nous. La crise énergétique, la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, il y a un nouvel ordre économique qui est en train de se définir. Il y a un nouvel ordre géopolitique qui est en train de se définir. Mais, Monsieur le Président, nous devons faire face. Nous devons refuser le repli identitaire. Nous devons refuser le repli des pays. Plus que jamais, la mutualisation de nos forces doit être donc au rendez-vous. Parmi les panélistes issus de tous les continents,
Le président de la CEDEAO, Embalo Sissoko, prône le dialogue entre les Russes et les Ukrainiens. La paix, il faut qu'on parle. Aujourd'hui, les gens parlent que la Russie et l'Ukraine. Mais le problème ne reste pas juste dans ces deux pays. Il faut qu'on soit juste. Il y a des problèmes en toute partie du monde. Moi, j'étais en Russie et j'étais à Kiev. Je pense qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui partent juste à Kiev et ne partent pas à Russie. Mais l'Afrique est partie. Pour voir que ces positions, c'est très important. Pour montrer que nous ne sommes pas partis là-bas demander des blés et des engrais. Parce que nous ne sommes pas des mendiants. Même si nous sommes pauvres, nous sommes dignes. Depuis la survenue de la guerre russo-ukrainienne, une grande partie de l'humanité est touchée par les retombées du conflit. Et le président Macron propose des solutions et l'une d'entre elles est le multilatéralisme et un nouvel ordre mondial coopératif. Cette guerre vient percuter beaucoup de choses en Europe et elle est existentielle à de multiples égards pour nous tous, mais elle vient s'ajouter à beaucoup de problèmes qui préexistaient et qui sont très forts, de grande pauvreté, d'inégalités économiques et sociales, de famine, de confrontations stratégiques en cours et qui advient, et qui font que je crois que s'il y a une tension qui est apparue, et s'il y a un double standard qui a été perçu, c'est de dire que ce sujet n'écrase pas tous les autres. Mais c'est l'intérêt de chacun de jouer l'universalisme, parce que c'est le seul moyen de régler les problèmes qui sont les nôtres. Et je le dis, y compris pour, par exemple, les problèmes qui peuvent parfois le plus diviser, y compris nos sociétés. Le Forum de Paris sur la paix bénéficie du soutien du président Alassane Ouattara, qui a participé en novembre 2018. La Côte d'Ivoire qui entretient d'excellentes relations d'amitié et de coopération avec la France. Retour en Côte d'Ivoire et on se rend à l'hémicycle à présent. Avant l'adoption du budget de l'État par la Commission des affaires économiques et financières, plusieurs ministres ont obtenu le quitus des parlementaires. C'est ce que nous apprend dans ces Kayoko. 655 milliards de francs CFA, c'est le crédit concédé au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. De son côté, le ministre des Transports Amadou Koné a sollicité 260 milliards de francs CFA afin de poursuivre la modernisation de l'ensemble des activités liées au transport, notamment les infrastructures. Nous avons 4 grandes orientations qui sont l'amélioration de la gouvernance dans le secteur des services de transport, le renforcement de la sécurité et de la sûreté des transports, le renforcement de la compétitivité et de la facilitation des échanges économiques et commerciaux, l'amélioration de l'accès des populations à des services de transport de qualité. Le ministre Mamadou Sangafowa des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a défendu un budget de 306 milliards de francs CFA. Il s'agit de couvrir les besoins nationaux et régionaux en produits pétroliers et gaziers et fournir aux populations de l'énergie de qualité et à coût compétitif. Ce sont 218 milliards de francs CFA qui ont été attribués au ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Le département des ressources animales et halieutiques a obtenu un peu plus de 17 milliards de francs CFA. Souleymane Diarasouba du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, lui, s'est vu accorder 34 milliards de francs CFA à affecter aux activités de production et de lutte contre la vie chère. Les objectifs stratégiques sont une activité commerciale moderne, développement du commerce extérieur, les activités du secteur industriel sont redynamisées, les PME et les secteurs de l'artisanat sont également développés. Quant à Bruno Nabagné Koné de la construction, du logement et de l'urbanisme, son enveloppe est de 91 milliards de francs CFA. Nous sommes dans un environnement de densification de l'habitat. Nous avons jusqu'à présent été dans un habitat qui était plutôt du rez-de-chaussée, du R+1 dans beaucoup de cas, c'est-à-dire des duplex. Et depuis quelques années, on peut le voir surtout dans les nouveaux quartiers, les élévations au-delà de R+4, R+5. Pour Bruno Nabagné Koné, les activités prioritaires sont entre autres le renforcement des outils de planification urbaine, la sécurisation du foncier, la politique de rénovation urbaine et la maîtrise de l'expansion géographique de nos villes. Je le disais en titre, CNDH et CEI main dans la main pour une révision de la liste électorale réussie. La présidente du Conseil national des droits de l'homme et le président de la commission électorale indépendante ont échangé sur le sujet. Des recrutements sont annoncés pour la réussite de l'opération. On voit cela avec Sidonie Davida.
C'est un soutien de taille que le Conseil national des droits de l'homme veut apporter à la Commission électorale indépendante, celui d'accompagner l'institution pendant la révision de la liste électorale qui pointe du nez. Un soutien matérialisé par sa contribution à la sensibilisation, mais et surtout par son observation. C'est la présidente de l'institution des droits de l'homme qui l'annonce à Ibrahim Koulibaly Kubière, président de la CEI. Nous avons sollicité, comme à l'accoutumée, l'accréditation et nous allons déployer nos équipes des commissions régionales et du siège, soit pour l'observation 200 personnes, parmi lesquelles nous prévoyons de recruter des personnalités des ONG pour vous remonter les éventuels dysfonctionnements et en temps réel pour qu'ensemble, il soit remédié pour le succès de cette opération. Les commissions régionales des droits de l'homme seront également chargées de faire la sensibilisation dans les 112 départements de notre pays. Notre rôle est très délicat et votre présence nous exhorte à faire bien. C'est pour cette raison que nous apprécions cette intervention. À travers vous, on voit la sanction, à travers vous, on voit ce qui doit être fait de bien, mais est très bien reçu par nous. Donc on voudrait vous remercier de cette assurance que vous nous donnez pour l'exécution de votre mission. Mais pour nous, il n'y a pas de doute là-dessus. Vous pouvez vous rassurer, vous prêchez à des convertis. Nous, on est sûr de faire le travail comme vous le souhaitez. Avec la CEI, le CNDH s'engage dans un accompagnement à long terme. L'institution dirigée par Namizata Sangaré entend être à toutes les étapes du processus électoral pour des élections apaisées. Henriette Nayé-Sory est le nouveau procureur général après la Cour d'appel d'Abidjan. Elle a prêté serment ce vendredi lors de la rentrée judiciaire 2022-2023 aux côtés de plusieurs autres magistrats. Godefroy Okamamwa. Après 27 ans de carrière dans les instances judiciaires, Henriette Nayé-Sory, magistrat hors hiérarchie, est le nouveau procureur général près la Cour d'appel d'Abidjan. Elle est installée dans ses fonctions au cours de la rentrée judiciaire 2022-2023 qui marque le début des activités juridictionnelles pour les 10 prochains mois. À sa suite, des magistrats affectés à d'autres juridictions de l'intérieur du pays ont prêté serment devant leur père. Je le jure. Je joins Ulrich Silver. Je le jure. Madame Assibrou Nadège. Je le jure. Un engagement pris sous le regard attentif de la tutelle, le garde des Sceaux, Sansan Kambilé, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le nouveau procureur général s'engage à œuvrer pour un bon fonctionnement et au rayonnement du système judiciaire ivoirien. Le procureur général est garant de l'ordre public, garant des libertés individuelles et garant des libertés publiques. Et tous ceux qui auront maille à partir avec la loi trouveront un refuge dans le procureur général. Je compte me mettre dès à présent au travail, mettre au service de la population toutes mes compétences pour assurer la tranquillité des citoyens dont j'assure la garantie. Pour le président de la séance, 3 975 arrêts ont été rendus au cours de l'exercice 2021-2022, ce qui leur a valu le premier prix national d'excellence du meilleur greffe de l'année 2022. Une dynamique à maintenir selon le nouveau procureur général qui est désormais la première femme à occuper cette fonction à la Cour d'appel d'Abidjan. On en vient à la COP27. 10 pays africains, dont la Côte d'Ivoire, ont signé une déclaration régionale pour l'initiative des produits agricoles de base durables en Afrique. Objectif, lutter contre le réchauffement climatique. Les travaux de la COP27 se poursuivent à Sharm en Égypte. Grace Kando nous en parle. Le ministre Jean-Luc Assis et 9 autres ministres de l'Environnement et de l'Agriculture signent une déclaration régionale pour l'initiative des produits agricoles de base durables en Afrique. Ces ministres africains s'engagent à faire la promotion et la mise en œuvre des bonnes pratiques environnementales, économiques et sociales. Des actions qui vont contribuer à lutter contre le réchauffement climatique. Les filières concernées sont
le cacao, le café, le caoutchouc et le palmier à huile. Nous, le secteur privé, nous avons développé un plan d'action concret qui fasse en sorte qu'il y a des activités spécifiques qui rentrent dans le cadre donc, de la lutte contre le changement climatique. Au niveau de la filière palmier à huile, par exemple, nous développons des essences forestières avec la collaboration de nos représentants, de nos coopératives sur le terrain pour compléter donc la culture du palmier et à côté planter donc des essences forestières qui peuvent être intéressées. Les principes de base de cette déclaration portent entre autres sur la durabilité, la protection de la forêt et la gestion rationnelle des ressources naturelles. Nous avons mis en place une stratégie de prendre les cultures pérennes. La mise en commun de moyens financiers devra retomber sur les petits agriculteurs parce que c'est eux qui font le gros. Et une fois qu'ils auront mis ensemble tout cela, je crois qu'on aura réussi le pari. Aujourd'hui, il est question de faire l'agriculture, les palmiers à huile, le cacao d'une autre manière. Et donc, c'est ces engagements-là que les pays prennent pour faire en sorte que dans leur manière de faire, dans leur manière de planter, dans leur manière d'adresser donc les questions agricoles relatives donc au cacao, au palmier à huile, la déforestation soit une préoccupation majeure. Pour le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jean-Luc Assy, cette déclaration régionale va permettre aux différents pays signataires de collaborer pour une production agricole durable. Lancés en 1985, les travaux de construction du siège du SNEPSI, le syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, sont enfin terminés. C'est un joyau architectural situé dans la commune de Yopougon qui a été inauguré par la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation hier vendredi. Issa Tchonaïo. La maison des enseignants est là. Après 37 ans d'attente, le siège du SNEPSI, le syndicat national des enseignants du primaire public de Côte d'Ivoire, est enfin prêt. C'est un nouveau siège composé d'une tour de 4 niveaux accompagné d'un auditorium de 1700 places qui permettra de soutenir les ambitions du plus vieux syndicat des enseignants du primaire. Camarades militantes et militants du SNEPSI, la célébration de ce jour doit renforcer davantage notre engagement à traduire de manière concrète la vision de notre organisation basée sur le syndicalisme de participation responsable. Un syndicalisme inspiré du dialogue social. Pour l'inauguration de son nouveau siège, le SNEPSI a choisi comme marraine sa ministre des tutelles, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Occasion pour le professeur Mariatou Kone d'inviter à nouveau les enseignants en général et les organisations syndicales en particulier à continuer d'œuvrer au rayonnement de l'école ivoirienne. Je voudrais saisir l'opportunité de cette cérémonie pour lancer à tous les enseignants de Côte d'Ivoire un appel à l'union, un appel à la solidarité autour du projet éducatif du gouvernement. Je vous exhorte à œuvrer également à l'apaisement de l'environnement scolaire, qui lui-même doit bénéficier d'un climat de paix dans notre pays. Pour le bon fonctionnement du siège du SNEPSI, la marraine a offert 5 millions de francs CFA et des équipements de bureau à ses hôtes. Ceux-ci lui ont demandé en retour de traduire toute leur gratitude au président de la République pour ses récentes réformes instituées en faveur des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire. Parlant de politique à présent, une séance de travail a eu lieu entre les maires RHDP et le secrétariat exécutif du parti. Objectif, affiner la stratégie pour les futures élections locales. Éric Ogori. Après les parlementaires RHDP, c'est au tour des présidents des conseils municipaux d'avoir une séance de travail avec le secrétaire exécutif du parti sur la stratégie adoptée pour les futures échéances électorales, à commencer par la révision de la liste électorale et la sensibilisation des nouveaux majeurs à se faire inscrire massivement sur la liste électorale. Cette séance de travail vise un objectif clair pour faire triompher le parti des oufouettistes aux élections. À l'approche de ces élections locales, ces maires RHDP devront mettre la main à la pâte pour faire fonctionner la stratégie mise en place par le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix.
Ils sont venus écouter le secrétaire exécutif du parti, mais également faire des propositions dans ce sens. Cette rencontre nous a permis d'abord d'exprimer au nom de maire RHDP notre infinie gratitude à son Excellence le président Alassane Ouattara, président du parti, qui a choisi l'un des nôtres pour être secrétaire exécutif du parti. Nous connaissons tous son engagement, sa détermination et sa témérité à porter tous les défis du parti. Et nous sommes donc venus lui exprimer notre entière disponibilité à être à ses côtés pour relever tous les défis qui s'annoncent pour demain. Nous nous sommes entendus, nous nous sommes compris et nous partons donc très satisfaits de cette rencontre et que nous avons voulu ensemble qu'elle soit institutionnalisée. Institutionnalisée de sorte à ce que nous puissions nous retrouver périodiquement autour de différents points inscrits à l'ordre du jour, de sorte à ce que ces rencontres ne soient pas seulement des rencontres folkloriques, mais des véritables rencontres d'échanges qui nous permettent d'avancer et d'aider le président de la République et son gouvernement à la tâche. Le RHDP continue à œuvrer pour être toujours le parti leader en Côte d'Ivoire en s'imposant par les urnes. En culture, une quarantaine de producteurs et réalisateurs ivoiriens formés aux techniques d'appel à projet. C'était au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Initiative du ministère de la Culture pour outiller ces derniers sur la maîtrise de montage de dossiers. Franck Quadio. Les techniques de montage de dossiers d'appel à projet au centre de cet atelier, initié par le ministère de la Culture, une quarantaine de réalisateurs et de producteurs télé et cinéma, pas toujours ou peu outillés en la matière. La démarche est saluée. C'est très important qu'il y ait de temps en temps ce genre d'atelier pour nous informer, parce qu'on croit savoir beaucoup de choses, mais finalement, on ne sait rien. Quand tu sors hors du pays, tu vas à des festivals, tu vois qu'il y a beaucoup d'autres pays qui ont accès à des fonds, à des financements, et tout est gros devant toi, tu ne sais même pas par où il faut passer et tout. Or, si on apprend quels sont les dossiers qu'ils demandent, comment il faut formuler la requête. On vous dit appel à candidature. Comment on doit écrire, on doit introduire même cet appel à candidature. Tout ça, je dis aussi pour des raisons de mise à jour, il est toujours important de faire ce genre de formation. Pour le directeur du cinéma, il faut permettre aux producteurs locaux de maîtriser les arcanes administratives de l'accès aux financements internationaux. Sur 34 projets portés par des producteurs ivoiriens, on a eu un taux de rejet de 47%. Et cela nous interpelle. Ça voudra dire qu'on a quelques insuffisances dans le montage des projets. Et donc, nous avons voulu initier cet atelier-là pour aider nos producteurs. Françoise Remarque, ministre de la Culture, dans sa politique de dynamisation de l'industrie cinématographique, accorde un point d'honneur à ce type de rencontre. La clé, selon elle, se trouve entre autres dans la coproduction et le partage d'expériences. Ce que je recommande, c'est que nos professionnels aussi soient structurés, soient organisés, qu'ils soient rassemblés aussi, parce que nous avons besoin de savoir qui ils sont, qu'est-ce qu'ils représentent, quelles sont les données que l'on peut avoir de leur secteur, quelles sont leurs attentes aussi en matière de professionnalisation, de nouveaux métiers. Mais bien sûr, cela nécessite encore une fois des mécanismes de connaissance pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre de financements. Philippe Lacotte, réalisateur ivoirien, et plusieurs autres acteurs plus outillés apportent leurs expériences à leurs pairs. Un moment de partage dynamique au bénéfice du cinéma ivoirien. Dans l'actualité internationale à présent, bref et en images, ils étaient attendus depuis plusieurs mois maintenant. Les premiers éléments de l'armée kenyane ont débarqué le matin de ce samedi 12 novembre 2022 en République démocratique du Congo, à Goma, capitale de la province du Nord Kivu, où l'armée congolaise affronte de nouveau les rebelles du M23, rébellion soutenue par l'armée rwandaise selon la République démocratique du Congo. Point final, excellente nuit à toutes et à tous, que Dieu nous garde.